Voilà, je vais effectivement essayer d'être bref. D'abord, redire vite d'où je parle. Donc, je suis enseignant dans l'enseignement secondaire général à Schaerbeek. J'ai donné des cours d'économie et de formation géographique et sociale. Je suis enseignant sur le tard aussi, c'est-à-dire sur le tard, j'ai commencé à 30 ans, j'avais de l'expérience ailleurs avant, et je dis ça parce que ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans l'enseignement, c'est la conception très individuelle qu'on a du métier, alors que moi j'avais été régisseur dans un théâtre avant, et là c'est du travail d'équipe ou rien. Et j'étais vraiment choqué par le manque de travail d'équipe dans l'enseignement, première chose. Deuxième chose, j'ai survécu dans l'enseignement parce que je suis membre d'un mouvement socio-pédagogique qui s'appelle Changement pour l'égalité, qui est en fait un regroupement d'enseignants qui réfléchissent sur le système scolaire et aussi sur ce qu'on fait en classe, et d'abord sur ce qu'on fait en classe, pour essayer de faire plus d'égalité. De nouveau, le fait d'échanger avec d'autres et d'échanger sur les pratiques, c'est quelque chose qui m'a fait survivre dans l'enseignement à un moment où j'étais prêt à me dire que j'allais pas survivre dans ce monde-là. Et on publie une revue d'ailleurs que je vous invite à lire, qui s'appelle Trace et dont beaucoup d'articles sont accessibles sur le net. Sinon, j'ai été il y a 3 ans appelé par la CGSP et le CEL7K pour m'intégrer dans une structure où je suis tout seul, c'est-à-dire la FGTB enseignement, puisque le CEL7K c'est pour l'enseignement libre et la CGSP c'est pour l'enseignement officiel. Et donc je travaille mi-temps pour les uns, mi-temps pour les autres, autrement dit à temps plein pour la FGTB enseignement. Et je travaille sur le pacte pour un enseignement d'excellence. Ça veut dire que j'ai suivi les travaux depuis le début, c'est-à-dire depuis les tout premiers groupes de travail, etc. Et aujourd'hui, ça m'amène notamment à rencontrer des délégués syndicaux et des affiliés pour essayer de discuter de l'intérêt de cette réforme et notamment du tronc commun. Voilà. Alors, la première chose que je me suis dit quand on m'a proposé de faire cette intervention, c'est que pour moi, il y a trois mondes qui ont, et c'est un peu ce que j'ai observé dans le pacte aussi, qui ont ce que j'appelle un système de validation de la vérité qui sont différents. C'est-à-dire, au niveau politique, on parle plus en termes en fonction des finalités qu'on vise, mais il y a aussi l'épreuve des compromis politiques, l'épreuve des intérêts particuliers des acteurs et des élections et de l'approche des élections. Pour l'instant, par exemple, les négociations sur le pacte sont fortement influencées par l'approche des élections communales et futures élections législatives. C'est-à-dire qu'en fait, la zone de ce qui est acceptable par les acteurs commence à se rétrécir fortement et aussi à se polariser sur ce qui peut plaire ou ne pas plaire dans l'opinion publique. Ce qui était beaucoup moins le cas dans les débuts des travaux du pacte. Voilà. La validation scientifique, je me suis beaucoup posé la question parce que dans les débuts du travaux du pacte, j'avais, en tant qu'enseignant, recruté par le syndicat, pas beaucoup de légitimité à dire qu'il fallait faire comme ci ou comme ça, et donc j'ai beaucoup lu, j'ai essayé d'avoir de la recherche scientifique, d'ailleurs avec l'aide du centre de Mons, et je me suis rendu compte que si on n'avait pas quelques citations de recherche à mettre dans le texte, ça ne servait pas à grand-chose d'écrire pour essayer d'influencer les travaux. Donc, c'est-à-dire qu'on était tenu de se référer à des recherches. Mais je me suis aussi rendu compte que quand on cherche bien, on trouve les recherches qui appuient les dires que l'on veut mettre en avant. Et en fait, il y a aussi des débats au sein de la recherche sur ce qui est pertinent de faire et ce qui n'est pas pertinent de faire, puisque là aussi, il y a des débats internes qui sont des positionnements politiques différents, parce que quand même, il y a on ne cherche pas tous dans le même sens et dans les mêmes finalités. Qu'il y a des querelles disciplinaires dans les domaines des sciences cognitives, des sociologues, de sociologie de l'éducation, etc. Entre les hautes écoles et les universités, qu'il y a aussi toute la question de l'accès au financement et du fait que parce que les recherches elles doivent être financées et puis qu'il y a aussi des enjeux de ce côté-là, la place que les uns peuvent prendre ou pas, etc. Et puis après, il y a ce que j'ai appelé la validation professionnelle des enseignants, en fait, et qui, pour eux, est d'abord, quand j'essaye, est-ce que ça marche mieux ?
Mais quand même, c'est pas que ça. Enfin, d'abord parce qu'il y a des identités professionnelles dispersées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture professionnelle enseignante à laquelle on pourrait se référer. Il y a vraiment autant de représentations de ce que c'est que le métier, des objectifs du métier qu'il y a d'enseignants, que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas les mêmes finalités quand il enseigne, qu'il y a des enjeux institutionnels, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des emplois à pourvoir et à garantir, de la charge de travail qui augmente ou qui n'augmente pas, des stratégies de pouvoir au sein de l'institution. Et je trouve que ça, c'est une des choses qui est souvent absente dans les recherches, c'est-à-dire que en fait, de faire d'une manière ou d'une autre, ça positionne les gens différemment par rapport à la question de qui est légitime pour décider, et que cette question-là est importante. Et puis, il y a la question aussi, et qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte en termes, parce que si c'est un changement, ça va avoir un coût, ça va avoir un coût, bien sûr, peut-être d'abord de se représenter les choses autrement, mais aussi de travailler plus ou moins, ou d'avoir pendant une période de travailler avec d'autres peut-être que je n'apprécie pas, ou des choses comme ça. Donc il y a aussi ça qui fait... validation. Et on voit qu'en fait, si on les compare, ces systèmes de validation ne se recouvrent pas nécessairement. Enfin, je veux dire que c'est pas... Et que donc, quand un scientifique veut convaincre un enseignant de la nécessité d'un changement et de l'intérêt d'un changement, il faut replacer l'enseignant dans son institution avec tous ces enjeux de pouvoir, de charge de travail, son identité professionnelle et où il la met. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer peut-être d'éclairer un peu ça. Oui, j'ai quand même mis ça, je trouvais qu'il y a aussi des instrumentalisations réciproques, c'est-à-dire qu'en fait, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, c'est l'idée en fait en gros que si j'ai envie de ne rien changer, je peux aller chercher la recherche qui va montrer que le tronc commun c'est de la connerie et qu'il faudrait faire autrement, enfin, etc. Et donc, et les politiques font pareil, enfin, etc. Et peut-être aussi que au niveau de la recherche, on se positionne à certains moments dans des courants, parce que ces courants-là sont porteurs aussi, enfin, je dirais, et que sont porteurs de quoi? De financement, et puis de possibilités d'entrer dans les écoles, enfin, et des choses comme ça. Donc il y a cette espèce, c'est pas aussi simple que de dire il y a la recherche, et comment est-ce qu'on fait connaître cette belle recherche qui paraît unanime, qui parle unanimement et qui dit les choses qui sont efficaces, à ces pauvres enseignants qui ne peuvent pas comprendre et qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils devraient faire. Donc, et alors il y a notamment parce qu'il y a les intérêts particuliers des acteurs qui jouent en permanence. Alors, les représentations des acteurs, comment influençaient la vision de l'enjeu? J'ai essayé de répondre à cette question. Je me dis, pour qu'un changement ait lieu dans les pratiques, il faut qu'il soit validé par la pratique, pour l'enseignant. Hein. Donc, il faut que ça marche. En gros, c'est le technicien qui dit moi, je viens changer, mais si je vois que ça ne marche pas, j'arrête. Enfin, je veux dire, mais pour que ça marche, il faut que le changement soit mis en œuvre. Et la question devient qui décide en fait, de mettre en œuvre ou pas le changement? Qui a la légitimité pour le faire? Et par rapport à ça, ce que j'ai constaté vis-à-vis des enseignants, c'est qu'on est souvent dans la logique de contrainte, et que la logique de confiance, bien, on l'a un peu perdue. Et pour ça, notamment, je fais référence à des recherches, enfin, à ce que Vincent Dupriez disait sur la nécessité de mobiliser les enseignants, enfin, et de tenir compte, et d'avoir un peu confiance dans le fait qu'on a là quand même des professionnels de l'éducation qui, bien sûr, ne voient pas tout parce qu'ils ont le nez dans le guidon, qui, bien sûr, ont besoin qu'on les interpelle ou qu'on leur fasse prendre un peu de recul, mais qui ont quand même... qui ne sont pas vierges de toute compétence et de tout savoir, et qui ont aussi des préconceptions, etc., qui ne sont pas toutes erronées. Enfin, voilà. Et que de ce côté-là, alors comment est-ce qu'on peut mobiliser la confiance dans une profession qui vise, enfin, dans lequel il y a autant de représentations de ce qui est bien qu'il y a d'individus, on pourrait dire, puisqu'il y a des identités professionnelles dispersées. Et c'est, pour moi, la question centrale, elle est là. Là, je vous donne mon point de vue à moi sur pourquoi une chose marche dans l'enseignement. Une chose marche dans l'enseignement parce qu'on cherche à comprendre ensemble pourquoi ça ne marche pas. Et chaque fois qu'on est arrivé à faire des changements dans les pratiques, dans mon expérience personnelle, c'est parce qu'on se mettait à plusieurs à essayer de comprendre ce qui ne marchait pas, revenir sur ce qu'on avait décidé, revenir en formation éventuellement avec quelqu'un, et puis après retourner et rechanger. Mais c'est un processus, c'est lent.
c'est parfois frustrant, et il faut avoir de la place dans l'institution pour ça, parce que l'institution n'est pas toujours favorable à ce type de travail-là. Et le travail, enfin voilà. Donc, j'ai voulu aussi un peu retourner la question. La question qui nous est posée en tant qu'enseignants, c'est comment la recherche et ses résultats sont-ils perçus par les enseignants. On m'a interpellé comme ça, comme représentant syndical, avec l'idée de qu'est-ce qui revient du terrain quand on fait une réforme. Et la question que j'ai plusieurs fois eu envie de renvoyer, et que j'ai fait d'ailleurs, à la fois vis-à-vis des décideurs et vis-à-vis de certains académiques, c'est comment les enseignants et leurs métiers sont-ils perçus par les chercheurs et par les décideurs politiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aujourd'hui, comment dire, une dévalorisation du métier du fait qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas. Et on est tous bien conscients que le système ne marche pas et qu'on ne peut pas en rester là. Et c'est la fameuse résistance au changement des enseignants dont on parle, et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils résistent. Ils ont peut-être des bonnes raisons de résister aussi, ils n'ont pas que des mauvaises raisons de résister, et à quoi est-ce qu'ils résistent. Et donc qu'est-ce qu'on connaît de leur métier et des difficultés qui sont créées ou pas par des processus de changement et d'implémentation de changement. Alors, on me demandait un peu quels sont les retours de terrain. Les retours de terrain par rapport au pacte, c'est d'abord au nom de quoi, Au nom de quoi est-ce qu'on nous fait une énième réforme? On en a déjà eu X et on va nous en remettre une autre. Qu'est-ce qui restera de l'autonomie des enseignants, puisqu'il y a, donc dans le changement, il y a le pilotage, il y a les plans de pilotage, il y a le mot management qui est souvent utilisé. Et donc, l'idée du management de l'établissement fait craindre aux enseignants des pertes d'autonomie et des pertes de possibilités de décision. Et donc on voit qu'il y a là une question de pouvoir au sein de l'établissement qui est en jeu. Quel impact ça va avoir sur le travail réel? C'est-à-dire, est-ce qu'on va travailler plus, enfin, etc. Quel contenu et qui en décide? C'est-à-dire, on va faire du travail collaboratif, par exemple, on veut promouvoir le travail collaboratif. C'est une chose qu'on soutient en tant que syndicat, que de promouvoir le travail collaboratif, c'est même une nécessité, on est convaincu que c'est une nécessité, mais est-ce que ça va devenir un instrument de nouveau pour resserrer la contrainte autour de l'enseignement, c'est-à-dire de l'enseignant? Est-ce qu'on va lui dire ce qu'il doit faire, quand et de quoi autour de quoi il doit collaborer, ou bien est-ce que c'est une opportunité, c'est-à-dire une possibilité de recréer du lien entre les enseignants pour mettre au travail les questions qui les concernent et qui leur posent des difficultés. Et puis, il y a toutes les questions plus pratiques, alors, qui sont des questions de temps, de lieu, de formation, d'accompagnement, etc., et d'impact sur les conditions de travail. Donc, est-ce que ça marche et à quel prix? Enjeu du pouvoir dans l'établissement, la maîtrise du temps de travail et de la charge de travail. Alors, je sais qu'on reproche beaucoup aux enseignants, aux syndicats, en fait, de dire oui, mais la charge de travail. J'en parle maintenant parce que c'est en plein, on est en train de discuter autour d'un avant-projet de décret sur la charge qui est liée au pacte d'excellence, mais c'est une question essentielle. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que ça soit faisable. C'est-à-dire que si on ajoute et qu'on ajoute et qu'on ajoute et qu'on dit il y a qu'à, à un certain moment, c'est plus possible. Et alors, il y a aussi ce qu'on ne pourra plus faire parce qu'on fait quelque chose d'autre aussi. Et donc, il y a toutes ces questions-là qui sont des vraies questions, des questions de professionnels et qui sont essentielles. La reconnaissance sociale, c'est-à-dire est-ce que la réforme penche du côté l'enseignant est un exécutant ou est-ce qu'elle penche du côté de l'enseignant est aussi un concepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a quelque chose à dire sur les conditions d'exercice du métier, sur ce qu'il y a lieu de faire, etc. Et puis, quels moyens, quels soutiens, quels accompagnements, ça c'est ce qu'on reçoit le plus évidemment, c'est oui mais on ne va pas nous laisser tout seul avec ça et puis est-ce qu'il y a des moyens qui sont liés? Alors, la clé, pour moi, dans ce qu'on est en train de discuter pour l'instant, dans le pacte d'excellence, qui permettrait de rapprocher la recherche du praticien, c'est le travail collaboratif. C'est autour de ce travail collaboratif-là qu'on pourrait créer de nouveaux liens, des liens qui n'existent pas, entre ce qui se passe dans les établissements et la recherche.
Mais donc les questions, je vais les passer vite, celles-là, parce que c'est un peu du même type que ce que ce que je viens d'expliquer. Ça, c'est les questions qu'on a. Donc, quand on a dit aux affiliés du syndicat et aux délégués, et même de manière plus générale aux enseignants, quand on leur parle de travail collaboratif, ben, ils posent toutes ces questions-là. Et pour moi, une question qui est essentielle et qui est je vais donner, pour montrer le malentendu qu'il peut y avoir autour de cette question-là. Hein. Donc le pacte prévoit 60 périodes de travail collaboratif obligatoires pour tous les enseignants. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que le travail collaboratif pour eux? C'est 60 périodes pendant lesquelles on est en réunion. Et tout le monde sait bien, en tout cas ceux qui ont déjà pratiqué du travail collaboratif, que le temps de réunion, ce n'est pas le moment du travail collaboratif, c'est le moment où on prend les décisions ensemble, mais après, on est encore en travail collaboratif, parce que travail collaboratif, ça veut dire qu'on travaille ensemble avec des finalités communes et qu'on se donne des tâches et qu'on travaille par petits groupes et qu'on travaille, etc. Donc, là, de manière très concrète, le travail collaboratif génère lui-même du travail en plus. Et donc, il faut tenir compte de ça si on veut penser de manière crédible pour les enseignants ce que c'est que le travail collaboratif. Or, pour l'instant, ça se limite à ça. Et si ça se limite à ça, c'est pourquoi? C'est parce que la représentation qu'ils en ont, c'est que c'est un directeur qui réunit son équipe et qui lui dit de faire un certain nombre de choses, qui les fait travailler, qui ramasse le travail et qui s'en empare. C'est-à-dire qu'en fait, le travail collaboratif est instrumentalisé au service de l'école et pas au service des apprentissages et des changements des pratiques. Donc, alors, donc, ce qui permettra de relier travail collaboratif et recherche, c'est... en fait, si on arrive à articuler plus que relier, d'ailleurs j'aurais dû dire articuler, le travail collaboratif, la formation continue, l'évaluation formative collective entre enseignants, c'est-à-dire apprendre à travailler de manière réflexive sur ces pratiques à plusieurs, ça peut être à 2, ça peut être à 4, ça peut être à 10, ça peut être les profs de maths, ça peut être les profs de français, ou ça peut être comment ça se fait qu'on a des difficultés avec ce type d'élèves-là, enfin, etc. Donc apprendre à travailler ça, et à prendre des décisions ensemble sur des choses à mettre en place, donc c'est-à-dire à essayer d'améliorer les pratiques et recommencer. Et pour ça, on a effectivement besoin de la recherche. Je pense à des choses qui vont être demandées aux enseignants dans le cadre du pacte. On va demander de passer à l'évaluation formative. C'est un changement de paradigme monstrueux pour les enseignants. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont enseignants, ils ont appris à évaluer pour classer, pour dire ceux qui ont 50%, ceux qui n'ont pas, et puis d'additionner des points, et puis de dire à la fin de l'année ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. J'imagine d'ailleurs que les élèves qui sont en train d'attendre leurs examens là sont dans cette logique-là aussi. Et donc, la question de passer à l'évaluation formative, ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand j'évalue? Il faut qu'ils changent de posture et qu'ils se rendent compte que passer à l'évaluation formative, c'est non pas aller chercher chez l'élève ce qu'il ne fait pas, pas chercher uniquement chez l'élève ce qui ne va pas, mais aussi dans la situation d'apprentissage. Et cette révolution-là, elle ne sera possible que si on a effectivement des apports de la recherche, notamment en termes de différenciation. Ça veut dire quoi la différenciation dans la classe? On parlait du dispositif de remédiation, consolidation, dépassement, on vous en a parlé ce matin. Je me bats contre ce truc depuis le début. On sait que ça ne marche pas, on sait que c'est stupide de faire ça, mais ça rassure tout le monde. C'est-à-dire que si on est dans la logique de l'intérêt particulier des acteurs, eh bien, ça va rassurer les parents qu'on va continuer à faire du dépassement et que donc on ne fera pas de la baisse de niveau pour leur enfant, puisque dans leur tête à eux, leur enfant, il sera en dépassement. Ça rassure aussi les enseignants, puisque si on fait de la remédiation, eh bien, il y aura des difficultés qui seront prises en charge et on va leur donner des méthodes, on leur dit qu'on va leur donner des méthodes et des outils informatiques pour faire de la remédiation. Et ça rassure tout le monde dans le fait qu'on va rester dans quelque chose qu'on va maîtriser, qui va être faisable et qui va... par contre, on n'aura pas les résultats. Et donc, pour moi, il y a vraiment là... donc, de nouveau, est-ce que le RCD, donc le remédiation, consolidation, dépassement, c'est quelque chose qui marche bien avec l'opinion publique. On se rapproche des élections et vous allez voir qu'on va reparler beaucoup du dépassement.
les fédérations de pouvoir organisateur, donc les réseaux, sont très contents qu'il y a du RCD parce qu'il y a des écoles qui pourront faire du dépassement. Et eux, ils doivent défendre aussi les écoles qui ont des profils plutôt dépassement. Et d'ailleurs, le tronc commun, ça risque fort d'être des écoles dans lesquelles on fait surtout du dépassement et des écoles dans lesquelles on fait surtout de la remédiation. Et on n'aura rien changé au système des filières. Donc, je dis tout ça pour montrer un peu comment, simplement à partir de quelque chose qui est présenté au départ comme une solution qui est apportée par la recherche, etc., mais qui n'est pas validée par la recherche, et devient finalement l'injonction qu'on va donner dans tous les établissements. Résultat, la prochaine fois qu'on aura une injonction à faire vis-à-vis des enseignants, ils diront regardez, on nous a obligés à faire du RCD, ça ne sert à rien, maintenant on va nous demander à faire comme on nous a demandé d'autres choses. Ça va, je ne prends pas trop de temps? Si? Ok. Alors, je vais vite passer la question de la charge de travail, parce que elle est fondamentale, mais peu importe. Et je terminerai là-dessus. Finalement, qu'est-ce qu'on a comme conception du métier? Donc, dans la réforme du pacte, pour l'instant, il y a une réforme du management au niveau de l'établissement. On veut donner de l'autonomie au niveau de l'établissement. Et tout l'enjeu va être de savoir si cette autonomie au niveau de l'établissement, elle va être concentrée au sein des PO et des directions, ou bien si elle va réussir à se diffuser en leadership pédagogique partagé, c'est-à-dire dans lequel on va faire plus confiance aux enseignants. Et donc, il y a deux modèles qui s'opposent, et cette question n'est vraiment pas résolue, et elle devra se résoudre au niveau des établissements. Est-ce qu'on va réussir à articuler évaluation formative des enseignants, travail collaboratif et amélioration des pratiques, ou bien est-ce qu'on va être dans une logique qui est la logique actuelle, de l'évaluation sanction, du travail d'exécutant et de la vérification de la conformité des pratiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on va demander aux chercheurs de nous dire ce qu'on doit faire, de manière à ce que les inspecteurs, contrôleurs, directeurs puissent vérifier qu'on fait bien ce qu'on nous a demandé de faire. Voilà, je terminerai là alors. Merci Pierre.